Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui, on va vous parler de la SCI. Donc la SCI, tout le monde connaît ce mot, mais quand est-ce qu'elle est pertinente? On accueille aujourd'hui Aurélie Templet. Bonjour. Bonjour Claude. Tu es experte en immobilier et animatrice de la chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Tout à fait. Et donc à ce titre, je vais te poser quelques questions puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Très bien. Aujourd'hui, je suis investisseur immobilier, je veux investir dans un bien. Quand est-ce que la SCI est pertinente ou pas? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, quand on veut investir dans l'immobilier, ça peut être un réflexe de créer une SCI. Pour autant, il faut d'abord définir des motivations. Et ça, c'est une étape essentielle. Il ne faut pas créer une SCI simplement par effet de mode. Parfois, on a quelques investisseurs qui nous sollicitent et derrière n'ont pas forcément l'associé d'ailleurs pour créer cette société et donc le font par simple réflexe. L'étape préalable va être la définition de ces objectifs et également de challenger la société civile immobilière. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution plus pertinente, plus performante que la constitution d'une société civile immobilière dans le cadre de mon investissement immobilier? Les 5 principaux objectifs qu'on retrouve, ça va être la volonté peut-être de faire l'acquisition à plusieurs et donc peut-être d'acquérir un ensemble immobilier plus important que ce qu'on aurait pu acheter seul. Ça, c'est un objectif important, le fait de mutualiser ses revenus pour pouvoir prétendre à cet investissement locatif. Le deuxième objectif peut être un objectif de transmission. C'est-à-dire que j'envisage de faire mon investissement immobilier dans un objectif de vouloir transmettre ce patrimoine à mes enfants. Et dans cette transmission, il y a plusieurs intérêts, puisqu'il est plus simple de transmettre déjà des parts de société plutôt que de transmettre des biens immobiliers de manière équitable à ses enfants. Ensuite, on va pouvoir transmettre de manière échelonnée, parce que quand on prévoit une transmission, on peut profiter d'abattements tous les 15 ans. On peut transmettre jusqu'à 100 000 € par parent à chaque enfant tous les 15 ans en franchise de droit de succession. Et la société civile immobilière va nous le permettre en transmettant de manière échelonnée ses parts. Juste une petite précision, comme le disait Aurélie, c'est que pour créer une SCI, il faut être au moins 2 associés. Et ça, c'est important parce que parfois on l'oublie. Et c'est l'intérêt de la SCI, c'est d'être plusieurs associés pour pouvoir investir dans un bien. Et donc, qui dit 2 associés, dit associés aussi avec les enfants. C'est ça. Tu as évoqué les 2 premiers objectifs, qui sont la transmission et investir à plusieurs. Quels sont les 3 autres ? Alors, il y a aussi un objectif notamment pour les personnes qui décideraient de faire l'acquisition de leur résidence principale pour les couples non mariés et qui auraient vocation à protéger le concubin, notamment dans le cadre d'un décès. Le 4e objectif peut être celui du dirigeant d'entreprise qui va avoir la volonté de séparer son patrimoine privé du patrimoine professionnel et également au sein de sa structure professionnelle de dissocier l'exploitation des bureaux professionnels qu'il peut avoir pour se constituer un patrimoine et peut-être des revenus complémentaires à la retraite. Et en dernière objectif, c'est celui d'avoir la possibilité aussi d'opter pour le régime fiscal de son souhait sur les revenus locatifs. La fiscalité est donc à prendre en compte, mais il faut surtout bien appréhender l'intégralité du projet pour pouvoir prendre les bonnes options à l'instant T. J'ai une question qui me vient à l'esprit. On a beaucoup de clients qui ont leur société d'exploitation et qui ont une holding au-dessus de leur société d'exploitation. Dans quel cas il faut créer une SCI qui serait une filiale de la holding ou est-ce qu'on peut investir directement dans la holding par exemple? Alors si l'objet social le prévoit, on va pouvoir investir directement dans la holding. En revanche, il sera préférable d'investir via une société civile immobilière si on a un objectif notamment de transmission. Prenons l'exemple d'un dirigeant d'entreprise qui envisage de faire l'acquisition de ses bureaux. S'il décide notamment de transmettre une partie des parts à ses enfants juste après l'acquisition, eh bien l'intérêt c'est que cette société va être probablement endettée grâce à l'emprunt bancaire et donc on va pouvoir transmettre des parts qui ont une faible valeur, voire une valeur nulle.
Donc on ne consommera pas les abattements des 100 000 € que nous connaissons. En fait, si je comprends bien, la valeur de la SCI, la valeur des parts sociales de la SCI, c'est son bien, la valeur du bien, moins ses emprunts. Donc si on achète un bien 100 et qu'on emprunte 100, la valeur des parts, c'est égal à 0 au départ. C'est tout à fait ça. Okay. Et donc cette valeur va grossir au fur et à mesure qu'on rembourse l'emprunt. Complètement. Donc on a intérêt de donner rapidement au début de la création de la SCI plutôt que une fois qu'on a remboursé l'emprunt. C'est plus pertinent en tout cas pour ces dirigeants qui ont cet objectif-ci de transmettre. Il y a une question qui nous revient souvent, c'est est-ce qu'il faut créer une SCI par bien ou est-ce qu'on met tous nos biens dans une même SCI ? C'est une bonne question, puisqu'investir dans une société civile immobilière et faire le choix d'avoir un bien par société immobilière va pouvoir nous permettre d'avoir plus de souplesse dans sa gestion locative. Notamment lorsqu'on modifie le mode de gestion dans une société, si on bascule de la location vide à la location meublée, on sait qu'on peut avoir des conséquences fiscales en basculant de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés, par exemple. Et donc, si on a un seul bien dans cette société, on va avoir d'autres solutions qui vont s'offrir à nous, notamment peut-être en modifiant la personne morale, la SCI, en SARL de famille, et bénéficier de l'avantage du LMNP. Donc d'après ce que tu dis, on ne peut pas faire de location meublée dans une SCI. Effectivement, en principe, c'est incompatible. La société civile immobilière a une nature civile. Lorsqu'on réalise une activité de location meublée, les revenus qui en sont tirés sont des revenus bénéfices industriels et commerciaux. Donc il y a des conséquences fiscales. La SCI, en principe, est à l'impôt sur le revenu, sauf à opter pour l'impôt sur les sociétés. Dès lors qu'on réalise une activité de location meublée et que ces revenus locatifs représentent plus de 10% du chiffre d'affaires de la société civile immobilière, elle bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Quand on dit la SCI, en principe, est à l'impôt sur le revenu, elle est soumise au revenu foncier. C'est tout à fait ça. De l'impôt sur le revenu. Complètement. Quand on fait un investissement en société civile immobilière, qu'on investisse en nom propre ou en société civile immobilière, les revenus locatifs sont taxés de la même manière, sauf à opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc pour être clair, on ne peut pas faire de la location meublée dans une SCI, sauf si on est à l'impôt société. C'est tout à fait ça. Finalement, si on décide d'opter à l'impôt sur les sociétés, il n'y aura pas d'incompatibilité avec cette activité locative meublée, puisqu'on aura fait ce choix fiscal d'impôt sur les sociétés. Ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des avantages du régime fiscal de la location meublée et de son régime fiscal BIC. Alors, c'est tout à fait ça, et c'est d'ailleurs une des remarques qu'on a pu citer en préambule. Lorsqu'on décide de faire un investissement immobilier, il est important de se concentrer sur ses objectifs lorsqu'on veut constituer une société civile immobilière et de regarder si on n'a pas des sujets plus performants. La location meublée non professionnelle, si on a un objectif d'optimiser ses revenus locatifs, eh bien on n'a rien de plus performant que d'en faire l'acquisition en nom propre et d'avoir des revenus nets d'impôts grâce au régime de la location meublée non professionnelle. Et si on est à plusieurs ou avec ses enfants ? Si on est à plusieurs, la question de la société se pose, mais dans le cadre d'une activité de location meublée, si les associés sont des associés membres d'une même famille, la SARL de famille sera probablement la structure la plus adaptée, puisqu'elle permettra de bénéficier du LMNP et des règles d'une société pour organiser la gestion de cette activité. Alors, je reviens sur la SCI. Quand est-ce qu'on choisit une SCI à l'impôt sur le revenu ou une SCI à l'IS? Alors, ça va dépendre aussi des objectifs, là aussi, de chacun et peut-être de l'activité locative. D'abord, si on décide de faire l'acquisition de sa résidence principale, il va être pertinent de rester à l'impôt sur le revenu. Si on décide de faire l'acquisition d'un bien avec un objectif de défiscalisation type un Pinel, le dispositif Pinel est réservé aux SCI à l'impôt sur le revenu. Donc on ne pourra pas opter à l'impôt sur les sociétés. En revanche, quand on fait un investissement immobilier, la question qu'on doit se poser, c'est
quelle est la fiscalité que je vais supporter sur ces revenus locatifs? Dans ma société civile à l'impôt sur le revenu, prenons l'exemple d'une personne qui serait dans une tranche marginale d'imposition à 30%, qui aurait 1 200 € de loyer. Cette personne aurait donc 14 000 € de revenus locatifs, 14 400 de revenus locatifs annuels. Eh bien, si elle est dans cette TMI à 30%, plus les prélèvements sociaux 17,2%, qu'elle détient ce bien en SCI à l'impôt sur le revenu, déduction faite des frais déductibles de revenus fonciers, elle paierait un impôt de 5 200 € annuels. 5 200 € annuels, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'en tant qu'investisseur, on a la capacité de supporter cette charge supplémentaire? Si la réponse est oui, eh bien, on va continuer de s'intéresser et de regarder la SCI à l'IR si elle est toujours pertinente. En revanche, si cette fiscalité asphyxie l'investisseur, on va se poser la question sur l'impôt sur les sociétés. Puisqu'en optant à l'impôt sur les sociétés, notre investisseur ne paierait pas d'impôt sur ses revenus locatifs grâce à l'amortissement de l'immeuble. Ouais, puisqu'en impôt société, on est dans un régime bénéfices industriels et commerciaux et donc on peut amortir le bien. Tout à fait. Dans cet exemple-ci, d'ailleurs, on est sur un exemple concret d'un client, on est sur un produit neuf et les amortissements représentent plus de 13 000 €, soit 95% de la neutralisation des revenus locatifs. C'est quand même extrêmement important. À cela vont s'ajouter les frais que nous connaissons en tant qu'investisseurs, les intérêts d'emprunt, les taxes foncières et les diverses factures que nous sommes amenés à payer. Et donc on a des revenus nets d'impôt, dans cet exemple-ci, sur 30 ans. Et donc l'impôt société a de réelles vertus puisqu'on ne paye pas d'impôt sur de l'argent qu'on ne touche pas. C'est tout à fait ça. Alors que, si je comprends bien, à l'impôt sur le revenu, imaginons que les loyers servent à rembourser un emprunt. C'est ça. Eh bien, tes 5 200 € qui asphyxiaient sont toujours des impôts qui sont payés sur de l'argent qu'on ne touche pas, puisque les loyers servent à rembourser les emprunts. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que nous, chez nos clients, on préconise beaucoup l'impôt société dans les SCI, puisque souvent les investissements se font par des personnes qui ont 40, 45 ans, qui ont des enfants, et donc le train de vie, les études, etc., il vaut mieux payer ces 5 200 pour ses enfants et pour ses études qu'en impôt sur de l'argent qu'on ne touche pas. C'est tout à fait ça. En revanche, si on parle de sortie du bien, oui, l'impôt société est peut-être plus cher que l'impôt sur le revenu. Effectivement, puisqu'en fait, en détenant son bien via la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, on est sur la fiscalité des particuliers. Et nous savons aujourd'hui qu'à partir de 22 ans de détention, on ne paye plus d'impôt sur la plus-value et au bout de 30 ans, plus de prélèvements sociaux sur cette fameuse plus-value. Ce qui veut donc dire que dans notre exemple, au terme des 30 ans, si la personne reste à l'impôt sur le revenu, certes, elle a payé 5 200 € sur la durée de détention, mais au moment où elle va revendre, eh bien, elle va se retrouver sur un gain net. En revanche, si elle était à l'impôt sur les sociétés, eh bien, il y aurait un calcul qui se ferait sur la valeur nette comptable, et donc en prenant en compte les amortissements. Les amortissements, c'est la capacité finalement de déduire son achat immobilier, si on vulgarise un peu les choses, pour l'usage qu'on va en faire dans cette activité. Lorsqu'on va vouloir vendre, eh bien, si on a passé 100% des amortissements, la valeur de son bien va être à 0. Donc oui, au moment de la revente, on va avoir une fiscalité plus importante. Donc on va avoir une plus-value qui correspondra au montant de la vente du bien, puisque la valeur comptable est à 0, et donc on paiera un impôt société sur la valeur de la vente. Effectivement, ça va être important à ce moment-ci, mais il est quand même préférable de payer de l'impôt lorsqu'on a les fonds, plutôt qu'en période de croisière où parfois il est difficile à supporter pour pouvoir mener jusqu'au bout ce projet immobilier. Donc en fait, la conclusion, c'est qu'il est préférable de payer de l'impôt sur de l'argent qu'on touche plutôt que de payer de l'impôt sur de l'argent qu'on ne touche pas.
C'est ça. Donc l'impôt société, c'est quand même bien. C'est plutôt une bonne option. Après, pour les propriétaires immobiliers qui ont fait le choix d'opter à la SCI, à l'impôt sur le revenu, il n'est pas trop tard en cours de vie d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est une option qui s'offre à eux et qui est intéressante dans la mesure où ils découvriraient cette option. Mais cette option est irrévocable. Alors, elle est irrévocable, oui, une fois qu'elle est formulée en cours de cette SCI. En revanche, si on décidait d'opter à l'impôt sur les sociétés dès l'acquisition du bien et qu'on décide de faire machine arrière, on pourra le faire sur les 5 premiers exercices. Et j'avais une petite question au sujet de la SCI. Si on a un bien qu'on loue en nu, donc on est dans l'objet de la SCI, et qu'on décide de le louer en meublé, oui. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de la SARL de famille, est-ce qu'on peut transformer cette SCI en SARL? Tout à fait. C'est possible? C'est tout à fait possible. Et c'est notamment peut-être des suggestions qu'il faut ou des conseils qu'on est amené à apporter à ses clients investisseurs, parce que la location meublée, on le voit, il y a des intérêts qui sont importants en termes d'occupation, de consommation du logement. Je pense à toutes ces personnes qui décident de faire de la location Airbnb. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait fait un investissement d'une résidence secondaire et qui se pose la question de transformer cette résidence secondaire en investissement locatif dédié à la location saisonnière. Et bien plutôt que de basculer à l'impôt sur les sociétés, on va pouvoir leur proposer la transformation de cette SCI en SARL de famille. L'intérêt, c'est qu'au sein du cabinet, on est en capacité de les accompagner sur cette transformation. Ce sont des démarches qui sont juridiques, qui ont un coût. Je pense qu'il faut compter entre les rédactions d'actes et puis la publicité entre 1 000 et 1 500 €, je vois large, mais ça vous permettra en tout cas de profiter de revenus qui sont nets d'impôts grâce à la location meublée et de ne pas embarquer votre SCI à l'impôt sur les sociétés. Si ce n'est pas l'objectif, recherchez, puisqu'on disait tout à l'heure que opter à l'impôt sur les sociétés était très intéressant malgré tout. Là encore, c'est toujours du cas par cas et ce qu'on va pouvoir transmettre comme conseil, il faut prendre le temps de prendre un peu de hauteur sur son dossier, sur sa situation, de se dire quelles sont les options qui sont le plus adaptées dans ma situation. Et c'est aussi tout le rôle d'Amaris de pouvoir accompagner ses clients sur cette prise de hauteur et sur ce conseil. Bah écoute Aurélie, c'était très clair. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses et je vous invite toutes et tous à aller sur cette chaîne J'optimise mes revenus locatifs qui délivre beaucoup de vidéos sur tout un tas de sujets très intéressants sur la vie de tous les jours des investisseurs. Abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Bien, je te souhaite une bonne continuation Aurélie et à très bientôt. Merci Claude, à très bientôt.